On me demandait déjà juste, idéalement, de réduire la perte d'EBITDA, qui était très très fortement négatif, à 2 chiffres. Donc en fait, c'était tragiquement un vrai sujet de rentabilité pour le groupe, puisque les 2 autres marques qui composent le groupe sont Etam et Undies. Elle était très profitable, et il n'y en avait qu'une qui perdait énormément d'argent, c'était Maison 123. Donc le deal était en gros, tu fais ce que tu veux, mais moi, je t'explique, tu as 2 ans pour me la rendre à l'équilibre. Et en fait, en 1 an, elle a été à l'équilibre post-Covid. Et c'est vrai que, et depuis, on fait croissance sur croissance sur croissance sur croissance. En détail sur tout ça. Merci Axel pour cette présentation. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le One-to-One est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler transformation, repositionnement et expérience client dans l'univers du prêt-à-porter. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Axel Matteri, directrice générale de Maison 123, une marque du groupe Etam, fondée en 1983. Maison 123 s'est imposée comme une enseigne incontournable du prêt-à-porter féminin avec une offre élégante et accessible. Mais comme beaucoup d'acteurs du secteur, la marque a dû faire face à des défis majeurs ces dernières années. Évolution des attentes des consommatrices, digitalisation du retail et pression concurrentielle accrue. Depuis son arrivée en 2019, Axel a piloté une transformation stratégique en redonnant dynamisme et attractivité à Maison 123. La marque s'est repositionnée avec une offre modernisée, un renouvellement des collections plus agile et une gestion optimisée des stocks. Grâce à ces actions, Maison 123 a renoué avec la croissance et a regagné en désirabilité auprès de sa clientèle. C'est ce que nous allons explorer en 3 temps. D'abord en faisant un état des lieux du marché et de ses enjeux. Ensuite en nous attardant sur la proposition de valeur et la transformation de Maison 123. Et enfin, nous conclurons, comme d'habitude, sur l'importance de la relation client pour bâtir une marque forte et pérenne. Mais avant de commencer, Axel, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, déjà tout d'abord. Alors en quelques mots, moi j'ai 48 ans. Tu t'as fait quoi comme type d'études ? Moi j'ai fait une école de commerce, j'ai fait une prépa, une école de commerce. J'ai eu la chance très très tôt, mais vraiment très très tôt, à l'âge de 15 ans, de savoir là où je voulais exercer en premier lieu, qui était l'univers des grands magasins. En fait moi je viens d'un petit village du sud de la France, c'est assez étonnant. Mes parents étaient architectes, mes grands-parents antiquaires sur Paris, et j'avais l'occasion d'aller rencontrer mes grands-parents toutes les vacances scolaires. Et ma grand-mère, puisqu'elle avait une boutique dans le 6e, rue des Saints-Pères, nous allions toutes les deux très régulièrement au Bon Marché. Et moi, venant de mon petit village Valbonne, pour être précise, qui est un magnifique village de la Côte d'Azur, quand j'arrivais sur Paris, et en particulier quand j'allais voir cette effervescence de produits dans ce grand magasin, notamment à Noël avec ses sublimes vitrines, je ressortais de là toujours avec les yeux pétillants en me disant mais comment c'est possible, comment cette féerie, vraiment je trouvais ça magique.
Et c'est un jour maman qui me dit, mais tu sais, il existe un métier, il me semble, acheteuse en grand magasin. Je dis, ah bon, ça existe. et je me suis renseignée auprès de la conseillère d'orientation de mon lycée, qui connaissait pas du tout, mais qui m'a dit, je pense que c'est du commerce, ça, faites une école et probablement vous arriverez. Donc je suis montée sur Paris, j'ai fait mon école de commerce, j'ai travaillé tous les dimanches au Bon Marché. Non, c'est vrai. Tous les dimanches en tant que vendeuse. Enfin, c'était les samedis et les dimanches quand ils étaient ouverts en décembre, avec l'objectif de faire mon premier stage au Bon Marché. Et c'est ce que j'ai fait pendant 6 mois. Ensuite, j'ai fait un stage chez Hermès et mon premier job a été au printemps. Donc voilà, il n'en reste plus qu'un éventuellement à explorer, c'est les Galeries Lafayette, mais c'est vrai sur mon CV, et en tout cas en termes d'expérience, j'ai pu réaliser mon rêve. On va aller plus loin, mais finalement cette première expérience, parce que j'ai l'impression qu'elle est structurante pour la suite de ta carrière. Totalement. Qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre ce passage au Bon Marché? Il est déterminant dans la mesure où l'univers du grand magasin vous offre la possibilité de vraiment comprendre à 360 un marché. Donc moi j'ai exploré différents marchés, j'ai été sur l'accessoire femme, j'ai été sur la maison, j'ai été sur la rentrée des classes. Donc tous les 2-3 ans déjà vous changez de marché, du coup de fournisseurs, de partenaires, de marques propres. Et c'est excessivement intéressant de savoir... On a une cliente, on a un étage, il faut le remplir et il faut avoir une cohésion de marque 360 pour qu'on puisse raconter une histoire cohérente en termes de pricing, de désirabilité de marque, de nouvelles marques également qu'il fallait intégrer pour apporter de l'exclusivité, de l'attractivité. Donc c'est vrai que ce switch permanent tous les 2 ans, 3 ans de marché vous ouvre à 360 sur un contenu. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait tous les salons, on fait toute la concurrence. Ça, c'est quand t'es arrivée au printemps? Ouais, ça c'était au printemps. C'était quoi finalement ton job au printemps? Moi, j'étais acheteuse sur l'accessoire. Donc c'est vraiment acheteuse. Donc on fait les salons. Donc j'ai acheté les marques de foulards, chapeaux et gants à l'époque. Ensuite, j'ai fait là un peu de maroquinerie. Et donc vous allez sur les salons, vous avez votre portefeuille de marque, vous négociez des exclusivités, des produits pour les opérations commerciales. Donc c'est vraiment un métier d'offre et de demande très très sensible et qui a été très structurant pour le reste de ma carrière. J'ai quand même fait à la suite de cela une formation à l'IFM et c'est ce que j'aime à dire, m'a vraiment m'a donné la capacité, je pense que si après cette formation j'ai été en mesure de pouvoir créer une marque de souliers qui était Cosmo Paris, qui appartenait à l'époque au groupe Vivarté, restructurer Sand Marina par la suite et repositionner, restructurer également Maison 123 et on en parlera ensemble, c'est vraiment grâce à l'IFM parce que cette formation vous offre la possibilité pendant 1 an de travailler tous les touchpoints de la marque. Là, tu as fait donc une année de césure. Une année de césure, exactement. Et pendant laquelle j'ai... Là, on est en quelle année Oula, je suis très mauvaise sur les années. Moi, j'ai en 2007, puisque j'ai intégré le groupe Vivarté en 2008. C'était en 2007. Et j'avais 30 ans, je me souviens. J'étais une des plus anciennes et je me suis vraiment battue pour intégrer cette promo parce que j'étais persuadée qu'elle me donnerait la possibilité d'appuyer vraiment sur mes fondamentaux et en même temps de nourrir mes faiblesses. Et c'est vrai que je trouve que c'est canon de faire soit un MBA, soit une formation après une petite dizaine d'années de carrière, ce qui était mon cas, parce que vous vous connaissez, vous n'êtes plus une simple étudiante et vous appuyez là où vous avez besoin, quoi. Donc il fallait valider, je dis n'importe quoi, 10 modules, j'en ai validé 17 parce que je trouvais ça passionnant, parce que j'avais vraiment décidé de le faire et ça a vraiment été déterminant pour le suite de ma carrière, parce que ça m'a donné vraiment... et notamment avec des interventions et des cours sur le positionnement de la marque, sur la compréhension de l'ère du temps, comment est-ce qu'on capte les tendances, mais des tendances qui peuvent être très fines à percevoir, des tendances d'envie. Là, tu es toujours du côté acheteuse. Là, je suis toujours du côté acheteuse, exactement. Mais en fait, je pense que si j'ai pu redresser les marques, c'est qu'en fait, je suis une bonne acheteuse, quoi, quelque part. J'ai la capacité à comprendre qui est ma cliente. Alors, dans un cas, pour Cosmo Paris, j'avais pas de cliente, puisque ça marchait, ça n'existait quasiment pas. Donc, j'ai créé un concept, carrément. Donc ça, c'est après l'IFM. Exactement.
Tu peux nous raconter cette étape ? Ouais, bah, ça a été assez dingue. Moi, j'étais très luxe dans mon parcours, donc je côtoyais plusieurs marques de luxe. Et c'est vrai qu'après l'IFM, moi, j'allais signer chez Cartier. Quand j'ai le PDG Georges Plassa, qui est quand même quelqu'un de très connu sur la place dans le monde du retail, on a eu l'occasion un jour d'échanger et m'a demandé de le rencontrer. Et c'est vrai que pour la petite histoire, je lui ai pas adressé mon CV parce que j'allais signer chez Cartier. Je me suis dit, moi, Vivarté, ces marques entrée de gamme ou moyenne gamme, c'est pas pour moi. Et en fait, je me suis fait disputer par l'IFM parce qu'il a dû appeler l'IFM, enfin son assistante, en disant, c'est quand même pas très correct. Et j'ai dit, effectivement, je suis désolée, j'y vais bien sûr, mais bon, je voulais pas lui faire perdre son temps parce que je dire oui à rien. Je sais même pas s'il a quelque chose à me proposer, mais bon, en tout cas. Et en fait, j'y suis allée et ça a été magique parce que je suis restée 2 heures et je suis ressortie en ayant signé un contrat en commençant une semaine après, parce que j'ai rencontré un homme extraordinaire avec une vision. Alors j'en avais déjà entendu parler, mais je veux dire, il m'a retourné quoi. En gros, donc de Cartier, je suis passée sur une petite start-up Cosmo Paris où j'avais tout à faire, tout à créer, et c'est vrai que très vite j'ai senti l'opportunité de marcher sur un segment beaucoup plus premium, etc. Tu peux revenir 2 secondes sur qui est Vivarté, parce que oui, c'est Feu Vivarté. C'est Feu Vivarté, ça a été quand même beaucoup de marques. C'était plus de 13-14 marques, je crois, à l'époque. Naf, Chevignon. Chevignon, Kuka. En fait, il y avait, donc c'était un groupe à plus de 3 milliards. Hein, donc c'était le groupe le plus important en France de retail, avec plus de 13 marques qui étaient à la fois des marques de périphérie, avec la halle aux chaussures, la halle aux vêtements, et beaucoup de centre-ville. Enfin, en termes de poids de chiffre, c'était quasiment 50-50. Et en centre-ville, vous aviez un pôle soulier et un pôle prêt-à. Pôle soulier, il était très important. C'était le monopole du soulier en France, hein, puisque vous aviez Minelli, San Marina, André, Patogas et Cosmo Paris, donc 5 marques. Et sur le prêt-à, vous aviez effectivement Naf, Koukaï, Carole, Chevignon, je crois que c'est tout, donc 4 marques, et qui étaient effectivement des marques historiques du patrimoine français, et qui effectivement aujourd'hui, pour beaucoup, ont disparu. Mais, surtout pour notre génération, parce que c'était celle qu'on portait quand on était au lycée. Quand on était au lycée, exactement. Le cartable Chevignon, oui, on en a tous rêvé, et c'est vrai que... oui, ça a été une très belle expérience et une belle rencontre. Donc là, tu as une start-up à monter. Ouais. Comment, à monter ou à développer, c'est ça. Ouais. Par quoi tu commences ? Moi, je regarde vraiment tout l'univers concurrentiel. C'est vraiment ce que j'ai fait. C'est-à-dire que moi, je me fais un mapping de toutes celles qui existent et je les classe de différentes façons. Bien sûr, pricing, style, essentiellement ça, hein, ces 2 axes. Et j'essaie de me dire où est-ce qu'il y a un petit trou, voilà, et où est-ce que des clientes auraient l'opportunité de trouver un produit qui n'est pas à ce stade présent sur le maillage des marques. C'est vraiment la non-proposition. Un vide de marché. Un vide de marché, quelque part, ouais. Et pour Cosmo Paris, ça l'a été, puisqu'il n'y avait pas de chaussures très féminines. Parce que moi, j'ai vraiment tout axé sur l'escarpin à l'époque. Il n'existait pas cet escarpin premium, mais accessible, hein, puisqu'on était autour des 130 €, 140 €. Il y avait les Louboutin, toutes les marques, les Stuart Weitzman, etc. Et puis ensuite, il y avait justement les San Marina, les Minelli, les André. Et nous, on a vraiment travaillé un positionnement unique et qui a très bien fonctionné, puisqu'on a fini rue Saint-Honoré avec une belle boutique qui a très bien marché. Donc voilà, moi, c'est vraiment, j'essaie de trouver un peu un secteur non préempté. Et s'il l'est, essayer de me dire comment, malgré tout, j'arrive à travailler quelque chose avec des codes, dans ces cas-là, de communication ou de produits différents. Et ce qui était plutôt le cas sur Maison 123. Là, tu as développé une facette que j'appelle entre guillemets front office, c'est-à-dire le côté vente par rapport au côté acheteuse. Oui, tout à fait. C'est là où tu as fait tes armes sur ça. Oui, tout à fait. C'est vraiment... Est-ce que c'est plus difficile ? Non, alors moi, c'est un peu... mais avec beaucoup d'humilité, hein, sincèrement, je le dis, et je suis amenée à le dire assez fréquemment, c'est beaucoup de bon sens. Et j'ai pas l'impression, je fais pas des opérations à cœur ouvert, j'envoie pas des fusées sur la Lune, j'achète juste un bon produit pour une cliente avec
en sachant comment lui parler, en sachant, en trouvant l'axe qui, moi en tout cas, est beaucoup. Souvent, je travaille pour moi, en me disant, moi, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me parle, même si chez Maison 123, je porterai pas du tout toute la collection, toutes les marques dans lesquelles j'ai opéré, je la fais pas pour moi, loin de là. Mais en revanche, dans les prises de contact et dans les touch points, je me dis, qu'est-ce qui va toucher cette cible et si moi je suis déjà touchée, en général, c'est déjà un bon point. Donc c'est vrai que c'est du commerce, et c'est vrai que mes grands-parents étaient antiquaires, ils se sont spécialisés dans la lustrerie. C'est vraiment, ils ont trouvé la niche, ils se sont spécialisés, ils sont devenus reconnus. Nous c'est pareil, sur toutes les marques, on essaie de trouver l'USP spécifique qui va me permettre de raconter une belle histoire. Unique Selling Point. Exactement, USP. Ouais. Pardon. Combien de temps tu mets pour finalement développer toute cette marque? Combien de temps tu restes chez Vivarté? Je suis restée 8 ans. Donc après, j'ai été amenée à restructurer 3 marques en tout. Cosmo Paris, Accessoires Diffusion, dont l'objectif était de la revente, ce qui a été fait au groupe Carrel, et Sand Marina. Avec à chaque fois des mandats. Comment? Oui, là chez Vivarté, ouais, tout à fait. Je suis restée dans le soulier. Et c'est vrai que, tiens, c'est intéressant, tu vois, quand j'ai rencontré Georges Plassa, c'est vrai que quand il m'a proposé de reprendre cette petite marque, donc il n'existait que le nom, mais c'était vendu que dans des Sand Marina, avec un positionnement un peu, ça marchait pas du tout du reste. Je me suis dit, mais c'est quand même assez étonnant. Moi, j'ai jamais fait de souliers. Il me propose un poste de mini DG. J'ai jamais été DG de ma vie. J'étais acheteuse, directrice de collection, mais rien de plus. Et en fait. C'est ce qu'il m'a expliqué même pendant l'entretien, parce que je me suis pas survendue. Je me suis dit, j'y suis allée vraiment un peu très spontanément en me disant, je sais pas ce qu'il va me proposer. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous avez bien compris mon CV? Vous avez bien vu que j'ai jamais fait de souliers, j'ai jamais été DG, j'ai jamais fait. Et il m'a dit, et c'était beau, je m'en souviendrai toujours. Il m'a dit, vous avez les yeux qui brillent. Et vous savez, on prend chaque année, en gros, c'est peut-être pas très élégant malgré tout, mais on mise sur certains chevaux. Cette année, on a envie de miser sur vous. Donc, j'ai dit, bon, d'accord, ça a le mérite d'être clair. Donc je m'étais pas survendue, parce que je me suis dit, merde, il s'est dit que je cochais toutes les cases. Alors, selon moi, je les cochais pas. Mais il a senti que j'étais probablement en capacité de le faire. Je pense qu'il s'est pas trompé. Et quand je raconte ça, c'est juste pour dire que moi aujourd'hui, quand on me demande, quand je suis amenée à recruter quelqu'un, souvent dans les différentes expériences que j'ai eues, les DRH me disent, alors il faut qu'elle ait fait dans le prêt-à-porter, ok, tel type d'expérience dans le prêt-à-porter, tant d'années, Je dis, alors non, moi, pas du tout. Justement, moi, le grand magasin m'a permis de comprendre qu'on est capable de s'adapter à différents marchés. Moi, comme je te le disais, j'ai switché sur 4 marchés en tout en 8 ans. Et je trouve qu'au contraire, ce qui nourrit, en tout cas le plus important, c'est d'être nourri par une curiosité, par une intelligence naturelle qui permet de s'adapter. Et c'est surtout ça qui est important pour moi dans un job. Et mes plus belles rencontres et mes plus beaux recrutements ont été générés, mais un peu comme Georges Plassa, avec je sens un truc, quoi. Je sens la fille, je sens le garçon. Il y a première prise de parole, et il y a quelque chose qui se passe. Et sincèrement, je ne me suis jamais trompée, quoi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à l'intuition, et l'intelligence émotionnelle, elle a tout son rôle dans ce type de... Ça fait tellement plaisir d'entendre des propos comme cela, je les partage à 200%. Ouais. On a bien compris ce que tu avais retiré de toute cette expérience chez Vivarté. Comment se poursuit la suite de ton aventure? Je quitte Vivarté et... Au moment où ça va très mal. Au moment où ça va très mal, où je suis censée faire un gros PSE pour la marque Sand Marina. Et clairement, là, je ne suis pas le bon profil. Moi, travailler un PSE, alors non pas le rédiger, donc pendant 1 an, quand même, je l'ai travaillé avec des cabinets et autres. Mais c'est vrai que l'exécution, je n'étais pas en phase avec ni la méthodo, ni l'ambition qui était donnée après la marque. Donc on s'est séparés très gentiment, très calmement. Et là, j'ai pris 1 an.
J'ai vraiment pris un an. Je me suis dit, j'ai 3 enfants, même mon dernier, j'avais écourté mon congé mat parce que je m'embêtais à la maison. Le 3e, c'est un long congé mat et je m'étais dit, c'est pas possible. Ça me manque trop. Mais là, pour le coup, je me suis dit, c'est peut-être le moment quand même de faire un break, quoi. Et c'est vrai que c'est chouette. J'ai été vraiment accompagnée de mon mari qui m'a interdit de refaire mon CV, qui m'a interdit pendant plus de 6 mois de me dire, non, tu profites. Et c'est vrai que j'ai fait... c'était un truc de fou. Passer juillet-août en vacances, ça m'était jamais arrivé depuis qu'on a commencé à bosser, quoi. Donc 2 mois full-time à ne penser qu'à moi, mes enfants, mes copains et l'apéro du soir. C'est vrai que ça a été canon. J'ai adoré ce break. Donc je me suis jamais... pendant mes entretiens suivants, caché, jamais. Voilà, je me suis pas inventé des formations pendant cette période de break, rien. Et parce que déjà c'est ma nature, je suis assez authentique. Et juste pour la petite histoire, ce qui est quand même dingue, c'est que je n'ai pas eu une réponse négative. C'est-à-dire j'ai pas eu un regard de travers, ou bien au contraire. Et souvent c'était quand même des femmes dans les recrutements, pendant ces entretiens suivants, elles m'ont dit mais qu'est-ce que vous avez bien fait, mais j'en rêve. Et en fait on en rêve toutes, donc à un moment il faut savoir l'assumer et de se dire non, moi voilà, j'ai toujours bossé, j'ai fait un break. Par contre très clairement il y a eu un moment où là je n'en pouvais plus, j'allais taper tout le monde, je pense que j'avais besoin fallait que je retravaille. Et là vous êtes dans une autre... Voilà, donc j'ai eu mon break, je l'ai adoré. Mais pour autant, au bout de 8 mois, je me suis dit non, il faut trouver. Et là, j'ai eu l'opportunité de rencontrer... déjà, ce qui est drôle, c'est qu'on m'a appelée pour cette marque dans laquelle je suis aujourd'hui, en me disant, voilà, Axel, on pense à toi pour un poste, pour une marque. Et elle me dit, Maison 123, la chasseuse. Et c'est vrai que il y a un grand blanc, parce que je lui ai dit... alors je suis désolée, je suis un peu embêtée parce que je ne connais pas Maison 123. Et elle m'explique, oui c'est normal Axel, la marque a changé de nom il y a 1 an. Et puis là je sens qu'elle est un peu hésitante à me donner le nom de la marque. Donc je dis, ah bon d'accord, c'était quoi avant? Et là elle me dit, oui il s'agit de la marque 1, 2, 3. Alors là il y a reblanc, très gros blanc. Je sais pas si j'ai pas eu les larmes aux yeux, mais je me suis dit, alors je suis vraiment faite pour ce type de marque, parce que c'était une marque pour laquelle j'avais une image... déjà, je n'étais jamais rentrée dans aucune des 140 boutiques de l'époque. Je la connaissais de nom, mais pour moi, elle était pour ma grand-mère, même ma propre maman n'y allait pas. Donc je me suis dit, non, mais moi les mamies, franchement, c'est pas pour toi. C'est pas pour moi, quoi. Ouais. Là, honnêtement, j'ai envie de bosser, mais il faut pas exagérer. Et elle m'explique, elle me dit non, mais Axel, c'est le groupe Etam. Je dis le groupe Etam, c'est quand même canon. Et elle me dit, je vous propose de rencontrer Laurent Melchior, qui est le président du groupe, un groupe familial français. Et je me dis, écoutez, de toute façon, j'ai rien à perdre. J'ai surtout besoin de savoir si la marque fonctionne. Si elle fonctionne honnêtement, je pense que c'est vraiment pas pour moi, parce que à notre 2e entretien, j'avais déjà commencé à regarder le site, j'étais allée en boutique et j'ai dit non mais moi rien ne me parle, je trouve ça pas du tout, je sens rien d'harmonieux ni dans les collections, ni dans les prises de parole, ni sur les visuels, ni sur le site, tout était pour moi, le logo, tout rien n'allait. Donc je dis si ça fonctionne honnêtement, c'est pas pour moi. Parce que pour le coup, moi j'ai plutôt non pas l'habitude, mais c'est quand même ce que j'ai fait, j'en étais déjà à mon 2e repositionnement, et j'ai dit je serais pas la bonne personne, je ne saurais pas faire. Et elle me dit non Axel, c'est bien le sujet, il y a un gros problème de rentabilité, donc à voir avec Laurent, mais il y aura probablement une remise à plat totale de la marque. Et quand j'ai eu l'occasion d'échanger, et pour la petite histoire, j'ai trouvé ça canon, c'est que moi le premier échange avec Laurent, c'est opéré, Laurent Melchior, a été réalisé en magasin. Donc première prise de contact, c'est en boutique à 18h. Bonjour Axel, dites-moi ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Et alors là, je me suis dit de toute façon, je n'ai rien à perdre. Je ne savais pas vraiment à quel point il était intégré à cette marque ou pas. Bon, il était président, je me suis dit, il ne bosse pas tous les jours, mais quand même, peut-être que je vais le froisser. Mais je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Je ne peux pas de toute façon lui livrer une version de mon analyse de marque qui ne serait pas celle que je ressens
très profondément, et du coup je lui ai exprimé tout ce que je ressentais, les vitrines, les produits, les collections. On est allé sur mon portable regarder le site, je lui ai fait plein de remarques, mais voilà, spontanées, sans avoir aucune analyse data derrière, en disant voilà, moi ça je comprends pas. C'est vrai qu'il n'y avait pas de chemise blanche par exemple dans la collection. Il dit mais c'est pas possible, donc il appelle la responsable, il l'appelle et il lui demande vous pouvez me sortir une chemise blanche? Non monsieur Melker, ça fait 3 saisons qu'on demande des chemises blanches, il n'y a pas de chemise blanche. Je dis ah bon vous voyez, il y a des b.a.-ba qui n'existent pas. Et bon je la fais courte, mais bon en gros une semaine après je signais quoi. Donc c'est vrai que là pareil, belle rencontre. La mission, tu peux juste nous dire globalement la mission qui est la tienne? Vraiment là c'était la mission. Alors elle était, personne s'attendait sincèrement, mais ça m'est dit très très régulièrement dans le groupe, personne s'attendait à ce que j'en fasse la marque qui existe aujourd'hui. On me demandait déjà juste idéalement de réduire la perte d'EBITDA, qui était très très fortement négatif à 2 chiffres. Donc en fait c'était tragiquement un vrai sujet de rentabilité pour le groupe, puisque les 2 autres marques qui composent le groupe sont Etam et Undies. Elle était très profitable, et il n'y en avait qu'une qui perdait énormément d'argent, c'était Maison 123. Donc le deal était en gros, tu fais ce que tu veux, mais moi je t'explique, tu as 2 ans pour me la rendre à l'équilibre. Et en fait, en 1 an, elle a été à l'équilibre post-Covid. Et c'est vrai que depuis, on fait croissance sur croissance sur croissance sur croissance. En détail sur tout ça. Merci Axel pour cette présentation de ton parcours jusqu'à l'arrivée chez Maison 123. Tu nous as mis l'eau à la bouche, on a envie d'en savoir beaucoup plus. Et avant d'en savoir beaucoup plus, Maison 123 se positionne sur le marché du prêt-à-porter féminin. On va prendre un peu de hauteur. Comment ce marché, tu l'analyses? Quelles sont les grandes tendances que tu vois? Comment les consommateurs, consommatrices se positionnent en 2025? On sort d'une crise de l'inflation et du pouvoir d'achat. On entend beaucoup parler des enseignes qui ont fait faillite, de la concurrence asiatique dans le prêt-à-porter. Bref, beaucoup d'éléments qui viennent perturber le jeu. On pourrait rajouter la digitalisation et tout ce genre de choses. Quels sont les éléments d'analyse que tu peux nous partager sur le marché? Moi, je pense que le marché, déjà, il est segmenté en plusieurs catégories de produits et de clientes. Et selon chacune des catégories et clientes, du coup, il y a des choses qui évoluent et qui se passent. Donc, c'est vrai que sur l'entrée de gamme, toutes les marques d'entrée de gamme ont fortement été challengées par toutes ces marques chinoises, les Shein, les Temu et autres, qui sont venues vraiment prendre des parts de marché à ces retailers historiques, que sont les marques de périphérie, les Halles, probablement Kiabi aussi a dû en souffrir. Bon, je ne connais pas vraiment ce marché, mais enfin, pour en entendre dire... Alors Kiabi, en l'occurrence, en sort particulièrement bien. Ouais. Voilà, en ce moment, exactement. Mais bon, on pense aux Camailleux et compagnie qui ont fait faillite. Tout à fait. Et c'est vrai que voilà, sur ce tranche-là, je pense qu'ils sont très fortement concurrencés. Ensuite, il y a le moyen de gamme sur lequel il y avait énormément de marques, notamment du coup Iverté quand même, les Naf-Naf, les Chevignons, les Koukaï, qui ont, elles, été amenées à disparaître, mais plus pour des raisons... il y en a un qui a été vendu à un Turc, c'est Koukaï. Non, Koukaï est un Australien, Naf-Naf à un Turc, avec des directions du coup déconnectées du marché français et qui n'ont pas réussi à prendre le virage, en tout cas le virage, s'adapter et poursuivre le territoire de ces 2 marques en France. Et du coup, c'est vrai qu'elles sont quasiment sorties du champ du retail. Et ensuite, il y a des positionnements comme le mien, plus premium, puisque moi, je suis quand même sur un prix de vente moyen à 137 €. Moi, mes robes, elles sont à 180 €, donc j'estime que je ne suis pas cher. Souvent, moi, mes amis me le répètent. Mais en même temps, je suis juste dans mes prix par rapport à cette cible qui aime la qualité, le confort, le bon sizing, puisque j'ai du 34 au 46, et une modernité dans les coupes et dans les matières qui lui permet d'être attractif aujourd'hui. Donc c'est vrai que moi, sur mon domaine en particulier, hormis des marques comme purement digitales, purement, pas tant purement du reste. Qui le sont de moins en moins, tu penses à des
Cézanne, exactement. Ou à des Balzac. À des Balzac, exactement. Mais qui sont sur des positionnements, déjà qui sont sur des maillages qui n'ont rien à voir avec moi. Moi, j'ai 220 points de vente, dont 160 en France, donc c'est quand même assez important. Tu vas bien nous le dire, mais effectivement, en fait, ce marché du premium, on peut le qualifier comme ça, de premium, s'en sort mieux. Tout à fait. Le luxe, on sait qu'ils s'en sortent bien. En dessous, c'est compliqué. En dessous, c'est compliqué. C'est compliqué. Et un Zara, par exemple, tu le places où dans le premium, dans l'entrée de gamme. C'est plutôt l'entrée de gamme, parce que j'étais encore des jeans à 49 €, 39 €. Ils s'en sortent très bien. Mais ils s'en sortent très très bien, mais parce qu'ils apportent vraiment un produit, malgré tout de qualité. Il y a un peu de synthétique, mais il y en a de moins en moins, avec des prix défiant toute concurrence. En revanche, vous n'avez pas l'expérience client, vous n'avez pas... Pour moi, c'est plus une enseigne. Tu parlais du Bon Marché, tu es allé chez Zara en face du Bon Marché. Oui, il est magnifique. Oui. Celui-ci, oui. Il est incroyable. Il est incroyable. Et cette expérience client, justement, elle est là. Elle est là, oui. Là, pour le coup, on est vraiment dans un appartement, mais c'est des configurations de building aussi. C'est l'ex-Conran Shop qui le permettent aussi, tu vois, parce que du coup, tu vas de salle en salle, tu montes, tu descends. Du coup, tu crées vraiment des univers à chaque fois, et je pense que l'architecture du bâtiment y contribue beaucoup, même si d'autres auraient sans doute pas réussi. Non, mais t'as raison, c'est le même cas que Uniqlo dans le Marais, tout à fait. qui est dans un monument historique. Qui permet quand même. Mais pour autant, on a l'impression de rentrer dans une marque de luxe, alors qu'on a trouvé des blouses à 49 €, 59 €. Donc c'est vrai que c'est magnifique. Mais par contre, selon moi, ce n'est pas une marque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... en fait, quand on y va... je le vois par rapport à mes clientes, moi, elles sont fières d'acheter du Maison 123, elles sont fières de le porter, elles sont fières de l'image projetée de la marque. Zara, moi, personnellement, ça ne m'évoque pas grand-chose, si ce n'est un super produit pas cher, quoi. Et du coup, j'ai l'impression de faire une bonne affaire, mais j'y vais pour faire une bonne affaire. Mais justement, ce que tu me dis... Ça ne répond pas à moi, à ce que il n'y a pas à générer une émotion, générer un réachat avec un éventuel programme de feed, un réengagement. Il n'y a pas de vendeuse, il n'y a pas de conseil, on les embête dès qu'on leur demande quelque chose. Donc, c'est vraiment un autre concept qui est complémentaire, je pense, du mien. Mais on n'y va pas du tout avec les mêmes attentes, quoi. Et justement, à propos d'attentes et de consommateurs, consommatrices, comment tu as vu évoluer les choses sur le marché de façon globale, les attentes par rapport au prêt-à-porter entre 2019, ton arrivée chez Maison 123, et aujourd'hui, t'as dû, puisqu'on a traversé le Covid, on a traversé la crise de l'inflation, la sensibilité au prix, les engagements, la sensibilité aux engagements RSE aussi, à la provenance des matières. Bref, comment tu vois ces évolutions et tu continues à les voir? Donc elles sont effectivement le post-Covid a vraiment, post-Covid, je ne sais même pas, sincèrement, parce qu'en fait, une marque, pour moi, doit être travaillée de manière très cohérente, et tous les touchpoints avec la cliente doivent être cohérents. Et c'est vrai que c'est pas tant le post-Covid, pas de post-Covid, moi je crois, et j'ai toujours cru, donc je pense qu'il y aurait Covid, pas Covid, changement RSE, objectif, toutes nos contraintes légales concernant l'environnement, etc., ne m'aurait jamais empêché de me dire qu'une marque doit être incarnée, doit être engagée, doit savoir être en capacité d'exprimer quelque chose. Et c'est vrai que depuis le départ, Maison 123 ne vend pas que des jeans et des chemises, quoi. Maison 123, c'est une marque qui parle d'engagement déjà auprès des femmes. Moi, plus de 4 fois dans l'année, j'ai versé plus de 500 000 € à des œuvres associatives que sont la Fondation des femmes, Emmaüs Solidarité, SOS Cancer du sein. Et je fais travailler énormément de petites jeunes couturières quand on fait des personnalisations, etc., parisiennes en situation de précarité. Et ça, on en parle. On le revendique, on en fait nos homepages. Par exemple, là, pendant le 8 mars, journée du droit des femmes, t'as qu'une marque
vraiment, qui pendant 15 jours, moi, en home de mon site, on a créé une capsule comme chaque année, dont on reverse 100% des bénéfices. C'est pareil, je pense qu'il n'y a aucune marque qui reverse 100% des bénéfices de ce qu'on a créé, un t-shirt, un cabas et une petite, un vanity, enfin une trousse de toilette. 100% des bénéfices sont reversés, et moi, pendant 15 jours, j'avais ça en home de mon site. Et pour autant, je ne présentais pas mes bestes, mes dénimes bestes, mes robes, mais j'ai cartonné. Mais ce que tu veux dire, c'est que finalement, les consommateurs, enfin tes consommatrices, parce que là on est sur le prêt-à-porter féminin, mais de façon globale, sont beaucoup plus sensibles à ça aujourd'hui, ou c'est vraiment un sous-jacent qui est permanent mais qui grandit? Je pense il grandit malgré tout, parce qu'on cherche à créer une émotion, à créer une connexion avec une marque quand on l'achète. En tout cas, ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'un Balzac, un Cézanne fonctionne aussi très bien. Ils ont une identité qui leur est propre. Ils ont vraiment des prises de parole, et en l'occurrence Cézanne, qui sont très spécifiques. Donc c'est vrai que je pense que c'est une tendance qui a toujours été présente, mais qui là, pour moi, est indispensable. En tout cas, je ne pourrais pas travailler une marque de manière froide, ou alors sur un concept type Zara, qui est beaucoup plus indolore, on va dire. Et est-ce qu'il y a une segmentation par tranche d'âge, par géographie des consommatrices? Tu vois, moi, alors, je suis vraiment la preuve avec le maillage de mon parc magasin. On a 160 boutiques à Paris. Pardon, n'importe où. En France, ouais. 16 à Paris. Sur mes 160, moi je suis à la fois en centre-ville premium, je suis à la fois dans des centres co-premium, mais également dans des galeries marchandes, dans des petites villes de province beaucoup plus petites, et je fonctionne de la même manière partout. Je n'avais qu'un magasin. Quand je suis arrivée, j'avais la moitié du parc qui était en perte de contribution. Aujourd'hui, j'avais qu'une boutique, et parce qu'elle a été fermée 6 mois pour inondation, qui était en perte de contribution. Partout, ça fonctionne. Et c'est là où je me dis, sincèrement, la femme, quelle qu'elle soit, de toute façon, elle a Instagram, elle lit les magazines, elle lit la presse, elle regarde la télé, comme tout le monde, et elle est animée par les mêmes attentes, quel que soit sa CSP, quel que soit son style, et quel que soit son âge. Et c'est vrai que moi, quand on me dit aujourd'hui, c'est quoi l'âge moyen de ta cliente, franchement, j'arrête de le dire, parce qu'en fait, on est devenu une marque totalement transgénérationnelle. Moi, j'ai la grand-mère qui vient, et finalement, j'en suis fière. Au début, j'étais là, encore, elles viennent. Mais non, finalement, j'ai la grand-mère, j'ai la mère. Moi, je suis ravie que ma maman, qui a plus de 70 ans aujourd'hui, vienne s'habiller chez moi, et j'ai aucun problème à ce que moi, on se prenne les mêmes choses, parce qu'en fait, on a le même style. Donc, du coup, c'est bien la raison pour laquelle ça match. Et j'ai ma fille également qui a 20 ans bientôt, qui elle, si elle pouvait me piquer toutes mes affaires, le ferait tous les jours. Donc c'est vrai que notre style, et c'est pour ça aussi que je dis qu'on a pu réussir un énorme pari, c'est de transformer une marque avec vraiment une moyenne d'âge et surtout un style de femme très peu moderne à une marque dans l'air du temps, contemporaine, et on a gardé plus de 35% de nos clientes qui finalement nous ont suivis parce qu'on leur offre une autre proposition de style, et elles trouvent ça canon. Et puis surtout, on a recruté 70 nouvelles qui ont découvert la marque, et souvent on me dit Axel, je suis désolée, tu sais, mais avant j'y serais jamais allée, je connaissais pas. Je dis non, mais c'est normal. C'est une très belle transition pour aller justement parler de la marque. Avant tu nous détailles un peu les chantiers que tu as dû mettre en œuvre, tu as commencé à le dire, mais j'aimerais que tu ailles un peu plus loin. Maison 123, aujourd'hui, tu définis ça comment ? Alors, je définis ça comme une marque de prêt-à-porter qui s'adresse à une femme qui est vraiment dans l'air du temps, voilà, qui aime, qui souhaite vraiment utiliser le vêtement comme en tout cas qui a envie de se mettre en avant, qui a envie d'être bien dans ses baskets. Souvent, moi, mes responsables de magasin me disent, vous savez, Axel, c'est génial, et c'est vrai, encore la semaine dernière, elle me disait, le nombre de fois où j'ai des clientes qui ressortent en me disant, oh là là, mais je vais arrêter mon psy, en fait, il faut que je vienne chez vous. C'est vrai qu'on rembelle les femmes, on les rembelle de l'extérieur, mais très clairement aussi de l'intérieur. Souvent, quand on me dit, t'es quand même dans un marché le plus polluant, même moi, des fois, j'ai un peu des scrupules en me disant, mais en fait, on fait tellement de bien aux femmes. Enfin, moi, je le vois quand on sort de chez le coiffeur, on a l'impression d'être la reine du pétrole, on a un port, on lève la tête. Quand on sort et qu'on a une nouvelle tenue, c'est pareil, ça nous fait du bien. Donc, vraiment, le vêtement, pour moi, a vraiment il est considéré vraiment comme
un plus dans le bien-être des femmes. Mais vraiment, et on nous le dit. Et franchement, interroger les magasins et puis même les clientes, et puis quelle que soit, quelle est la femme qui en sortant et met pour la première fois le jean qu'elle a acheté, on est trop contente. C'est pas comme si on l'avait mis 10 fois. Au bout d'un moment, on se lasse, mais au début, il y a vraiment quelque chose assez émotionnel, très fort, quoi. Et c'est vrai que quand on arrive à générer ça, en plus avec des équipes magasins qui sont excessivement bienveillantes, qui sont beaucoup dans l'empathie et qui écoutent, qui forcent pas, c'est souvent ce qu'on me dit, et tant mieux, voilà, il y a des formations qui leur sont données pour vraiment accompagner et pas forcer. Il vaut mieux dire non à quelqu'un qui ça n'ira pas, et surtout pas la contraindre, parce que de toute façon, c'est ce qu'on se dit, c'est que cette personne, elle va rentrer chez elle, son mari ou ses amis lui diront ça ne va pas du tout. Donc elle va revenir, elle va se dire on m'a forcé. Donc moi, vraiment, c'est le principe même de ne contraignez pas nos clientes. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas de forçage en passage en caisse, quoi. Oui, il faut qu'il y ait une conviction que le vêtement lui convienne et lui plaise. En quelques mots, aujourd'hui, Maison 123, tu l'as dit, 120 points de vente. 220 points de vente en Europe, dont 160 en France. Ouais. En dehors de la France, tu couvres quoi comme autre pays ? Principalement l'Europe, avec l'Espagne. Alors, il y a d'autres qui sont... Enfin, la Suisse, qui n'est pas Europe, mais Belgique, Allemagne. Ouais. Et ensuite, on a des franchises. On a 30 franchises qui sont en plus de ces 220 points de vente. Parce que ceux-là, ils sont tous intégrés. Tous intégrés, exactement. On a juste... Enfin, sur les 220, on a 30 franchises. Donc, des partenaires franchisés en France, exclusivement. Dans des petites villes de province, on en a ouvert 2 la semaine dernière, au Touquet, une sublime boutique en centre-ville, et à Angers. Mais sinon, c'est essentiellement de la succursale du maillage propre. Et ensuite, on est dans 30 partenaires à l'étranger, vraiment. Là, on va ouvrir au Mexique, on est en Afrique, en Afrique centrale, enfin, on est également en Afrique du Nord, au Maroc, avec 5 points de vente. On est un peu dans les îles. Et à chaque fois, c'est des points de vente uniques ou des corners dans Non, ce ne sont que des points de vente, ce ne sont que des boutiques. Ouais. D'accord. Ah bah, voilà, ce sont des partenaires qui ont ouvert 1, 2. Le Maroc, c'est celui qui en a le plus, il en a 4. Rabat, Marrakech, Casa, et 2 à Marrakech, bientôt. Du coup, tout dépend du partenaire. Des fois, c'est 1, des fois, c'est 2 ou 4, comme c'est le cas au Maroc. Globalement, est-ce que tu communiques des informations sur le chiffre d'affaires, sur la notion de chiffre d'affaires ? Bon, oui, je peux. On peut dire, là, cette année, on a fini à 185 millions TTC. Il y a en 2019, c'était quoi ? Ça, j'en parle pas parce que c'était très mauvais. C'était très mauvais. Mais bon, il y a eu une énorme progression du chiffre. Je crois que de façon publique, tu as communiqué qu'en 2023, c'était 160. Tout à fait. Donc on fait des croissances. Ouais. Alors, pas l'année dernière, pas à 2 chiffres. On a fait à 2 chiffres. À Toumag, on a fait un plus 11. Mais à Constant, on a fait un plus 6. Sur un Constant, l'année d'avant, encore à plus 9. Moi, je regarde le Constant parce que, faire du plus. Mais en ouvrant des magasins, c'est sympa, mais si le Constant ne suit pas, et beaucoup de marques, ça a été justement le sujet. On dépensait des capex de dingue sans s'assurer que le Constant suivait. Et moi, je pilote quasiment que mon Constant. Bon, bien sûr, j'ai une top line à générer au global et des objectifs de budget, mais faire un budget, c'est avant tout faire une croissance à Constant, ce qui est mon cas. Donc, et une croissance rentable. Et une croissance surtout rentable, effectivement, avec un EBITDA à 2 chiffres maintenant, et en taux également à 2 chiffres. Donc ça, c'est génial, parce que là, pour le coup, je partais Laurent très très loin. Très content. Laurent, je pensais très content, et il est d'autant plus content que, alors, au-delà de la rentabilité, mais c'est de la force et l'emprise maintenant de cette marque et sur le territoire français en particulier. C'est-à-dire que c'est une marque, effectivement, qui parle à beaucoup de femmes. C'était un peu la marque dont le groupe avait pas honte, je pense pas, mais enfin bon... on s'en mettait pas dans la lumière. Non, on la mettait pas dans la lumière. Très clairement, quand Laurent était sur BFM, il citait rarement Maison 123, voire pas du tout. Ouais. Il y avait toujours le logo Etam, le logo Undies, et pas celui-ci. Aujourd'hui, j'en suis ravie, il prend la lumière, et cette marque prend la lumière, et je suis d'autant plus ravie qu'elle prend la lumière. Moi, j'embauche plus de 600 femmes en magasin. Elles sont ravies. Enfin, il y a un dynamisme. Enfin, je fais marcher un écosystème aussi. J'emploie
très régulièrement. On ouvre plus de 10 boutiques par an en ce moment, donc on crée de l'emploi, on crée de la valeur, on crée des sourires. Toutes ces femmes qui, pour beaucoup, ont des vies un peu compliquées, quand elles font leurs objectifs, elles ont des primes. Enfin voilà, c'est très vertueux et du coup, on est sur une dynamique, effectivement, qui nous permet à tous de se dire on se lève le matin, on sait pourquoi on se lève, quoi. Avant que tu nous parles des projets de développement, de la suite de l'histoire, je voudrais qu'on revienne sur justement cette transformation quand tu arrives dans le groupe, que tu prends la direction de Maison 123. J'imagine que tu fais un rapport d'étonnement, un audit, bref, tu prends conscience des enjeux qui se présentent à toi. Par quoi tu commences ? Dans la première semaine, ça a été le PNL de la marque. Et j'ai vraiment scrollé toutes les lignes, essayé de comprendre les éventuelles anomalies, où là, je pouvais éventuellement travailler de manière assez fine. La première ligne qui me sautait aux yeux, c'était celle des frais de perce magasin. Donc les heures, le nombre d'heures en magasin, qui était assez élevé au regard du trend de chiffres et de la conjoncture. Donc il y a eu un très très gros travail avec le directeur commercial de l'époque pour vraiment restructurer tout ce parc magasin selon des clusters pour vraiment affiner et réduire les heures. Et ça, les heures, c'est excessivement coûteux. Donc on a fait énormément d'économies là-dessus. Bon, ça a pris 6-8 mois, mais ça a été vraiment, en tout cas, un axe immédiat de venir, là, il y a quelque chose à faire. Mais surtout, et là, ça a été dès la deuxième semaine, je suis partie en magasin. Et pendant 2 mois, moi je suis arrivée en juillet, début juin, j'ai été en magasin constamment. Donc j'ai fait quasiment le tour de la France, des boutiques, pour comprendre, entendre les désirs des clientes, les frustrations des clientes et également celles des équipes magasins. Et vraiment, je me suis fait, je prenais des notes, je dis là, effectivement, parce que tout vient du terrain. Honnêtement, c'est elles qui sont en contact avec la cliente H24. Donc, et c'est vrai que on a comme ça réussi à traduire un peu tout ce qui se disait. Tu reviens de cette tournée avec quoi en tête ? Qu'est-ce que tu dis ? Forcément, tu reviens avec des convictions. Ouais, des convictions. En fait, je suis ravie parce que je m'aperçois qu'elle vient principalement driver dans cette marque par le prix, puisque la marque était tout le temps en opération commerciale, puisqu'en fait, trop de stock, trop d'achats, et du coup, des promos. Donc, elle venait que par le prix, mais du coup, sans aucune émotion, sans aucune vraiment hystérie entre guillemets d'achat, ou en tout cas plaisir d'acheter. Et je me suis dit, en fait, ce sont des femmes un peu éteintes qui viennent là juste parce que il y a de la promo jusqu'à moins 70 quasiment à l'époque, donc c'était énorme. Mais que si j'arrive à leur proposer quelque chose qui les enchante, qui leur plaise en termes de dressing, je suis sûre qu'elles vont revenir avec plaisir et à prix fort. Et c'est là où on a retravaillé du coup très vite une nouvelle structure de collection, des nouveaux drops de collection. Donc, sur les collections, je t'arrête 2 secondes. Qu'est-ce que tu constates en fait ? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui tourne peu, c'est un peu ringard. C'est ultra ringard. En fait, la niche, la cible, elle est ultra limitée. C'est ce que je dis. Je vois pas. Enfin, on a 160. Enfin, à l'époque, il y avait 140 points de vente. Je dis, il y a 140 points de vente, mais je veux dire, ça cible une clientèle très très limitée, puisque moi, je n'y vais pas, ma fille encore moins. Et ma propre maman qui est quand même moderne, parce que les grand-mères de 70 ans aujourd'hui, moi elle était au Pérou il y a 4 ans avec son sac à dos, donc elles sont pas avec des kilts elles ont évolué, donc elle met des baskets, elle met des jeans, et en fait il y avait rien de ces trends qui ressortaient, donc elle n'y allait pas, donc c'était plutôt pour la femme un peu mûre effectivement, mais ultra classique. Donc je me suis dit mais moi j'ai un boulevard, enfin si avec ce nombre de magasins, ce qui est énorme, je travaille oui, ça, c'est une collection. Comment ? C'est un asset très fort. Très fort. Et les magasins, le lieu même, la tête du magasin, et l'agencement du magasin, il est comment quand et honnêtement, alors là, moi, il est plutôt pas mal. Le parc avait été bien retravaillé avant mon arrivée, et en termes de concept. Moi, je l'ai juste customisé, c'est-à-dire que j'ai travaillé des entrées magasins avec tapis, stèles, podium, etc. Enfin, voilà, des lumières par-dessus. Entre-temps, on a refait un nouveau concept. Mais dès que je suis arrivée
arrivée, j'ai juste voulu rapporter, voilà, donc on a acheté... un peu repumpé, un truc qui était déjà pas mal. Franchement, qui était déjà pas mal, qui était assez lumineux. Bon, le nouveau concept n'a rien à voir, mais il y en a quand même pas mal qui sont sur cet ancien concept, et en y rajoutant des livres, des fleurs, enfin j'ai voulu le rendre plus chaleureux, quoi. Et justement, ce terme maison 123, je voulais qu'il prenne tout son sens avec cette notion de maison, quelque chose de chaleureux, des tapis, des plantes, des livres, des vases. Donc voilà, c'est un peu des choses très simples, hein, mais qui ont apporté quand même un peu de... Justement, à propos de tapis, toi tu arrives en 2019, 2020, c'est le Covid, on se prend les pieds dans le tapis, non? Alors moi je suis arrivée post-première période Covid, je suis arrivée en juin 2020. Et fort heureusement, j'ai récemment réfléchi, je me suis dit mais heureusement, parce que je serais arrivée juste pendant le Covid, enfin ce stress que les équipes ont vécu, que le groupe a vécu, enfin tous les retailers ont vécu, enfin tout le monde l'a vécu, mais m'aurait permis de perdre, enfin m'aurait sans doute aurait nuit à mon discernement de prise de conscience d'où en était la marque. Enfin je pense que je me serais noyée là dans de l'opérationnel pur, à savoir comment on coupe, comment on réouvre, qu'est-ce qu'on fait, et je pense que j'aurais réouvert, j'aurais été épuisée, alors que là moi je suis arrivée comme une fleur début juin, post-premier confinement, avec les idées assez claires sur ce que j'avais pu constater déjà quand j'étais allée de mon propre enfin toute seule, quoi. Et c'est vrai que et là j'étais vraiment moi animée. Alors je sais que les équipes souvent me disaient mais attends, toi si t'es en pleine forme, nous on est un peu fatigués, mais du coup j'avais l'esprit très clair, quoi. Et bon, c'est après, parce que j'en ai vécu 2 autres, je crois, oui, c'est ça, où là mais bon, le groupe était déjà plus rodé, on connaissait les best practices, enfin voilà, fermer, mettre du scotch, les limiter, mettre les... Donc, tu as fait ce constat, finalement, qu'il y a ce parc de magasins, ce réseau qui est disponible, qui est quand même remis au goût du jour, un nouveau nom, Maison 123. Tu fais le constat qu'il faut améliorer les collections, ramener dedans plus de modernité, je ne sais pas comment le plus dire. Plus de rythme aussi, puisqu'on est passé de 5 collections à 10 collections par saison. Donc amener de la rupture, fortement réduire les stocks, parce que voilà, je voulais absolument mettre un terme à ces promotions. Comment tu as fait pour les réduire, les stocks? On achète moins, tout simplement. On travaille d'un autre... on fait un reset total du process achat en se disant non mais là, ça ne fonctionne pas, on en achète trop. Bon, et à l'époque, en plus, des choses qui ne se vendaient pas, donc d'où des marques. Là, tu as une équipe de... j'ai une équipe, on est 8, j'ai un comité de direction composé de 8 personnes, et c'est vrai que toutes ces personnes, voilà, la responsable de la gestion co, elle fait un travail formidable de refonte totale avec la directrice du style, avec le style, pour savoir comment est-ce qu'on cadence, comment est-ce qu'on livre, comment est-ce qu'on s'ajuste, et du reste, on est en réajustement permanent. Là, cet été, pour l'été prochain, pareil, on réajuste encore, parce qu'on avait un peu trop acheté en termes de nombre de produits sur l'hiver, qui nous reste un peu trop, donc... Voilà, de toute façon, chaque saison, on remet un peu à plat. Bon, le fondement est plutôt le même, mais on réajuste un peu. C'est-à-dire qu'il y a quand même un gros travail à faire sur les opérations. Quand tu arrives, tout type d'opération, la logistique, les achats, justement, tu les produis où, tes vêtements? On est quasiment 50-50, 50 grands imports et 50 proches imports. Le grand import, ça sera essentiellement de la Chine, du Bangladesh et de l'Inde. On a une très forte augmentation sur l'Inde. J'y vais du reste dans 15 jours. C'est un pays qui est vraiment sur l'Inde très spécifique sur tout ce qui est l'été, les broderies, les voiles de coton, les gazes de coton. Ils sont très très forts et ils font des choses magnifiques. Donc nous achetons là-bas, et également 50% qui sera du proche import, et là je compte la Roumanie, la Bulgarie, mais également l'Afrique du Nord, le Maroc et la Tunisie, et un peu de Turquie. Donc c'est vraiment mixité. Et à la question est-ce que vous fabriquez en France? Non, c'est impossible. Donc je ne peux pas fabriquer en France et proposer ce positionnement prix. Il faut que je triple, voire je quadruple mes prix. Donc la France, c'est impossible. Donc ça se met en place. Ces collections qui sont renouvelées plus souvent. La supply, elle marche comment quand tu arrives?
Franchement, il marche plutôt bien. C'est un groupe intégré, qui a plus de 100 ans, le groupe Etam. Donc, il y a une direction logistique, il y a une direction des achats, il y a une direction... Enfin, voilà, on est très structuré, très accompagné. Donc, honnêtement, moi, j'ai pas fait de révolution par rapport à ça. C'est juste par rapport au parc de fournisseurs où on a fait un peu un reset des fournisseurs, puisque effectivement on cherchait des fournisseurs avec des produits, en tout cas des tissus qui répondent plus à ce qu'on cherchait, et ceux qu'on avait n'avaient pas. Donc il y a eu vraiment un gros turnover de fournisseurs. Ton expérience d'acheteuse a joué là, non? Ouais, alors moi j'étais pas sur le prêt-à-porter, donc c'est vrai que je n'en avais pas vraiment, mais bon, par contre j'ai un regard, donc j'ai des réflexes, et puis ma directrice de style, Sandrine Brézet, c'est vrai qu'on est vraiment... c'est assez télépathique entre nous, quoi. C'est ce que les équipes nous disent souvent. On voit les mêmes choses, on aime les mêmes choses, on perçoit les mêmes choses. Donc effectivement, elle est vraiment du prêt-à-porter. Tous les fournisseurs qu'elle m'a présentés, c'était oui tout de suite, quoi. Donc c'est vrai qu'en fait, j'ai eu cette chance aussi d'intégrer, moi, un comité de direction vraiment quasiment renouvelé avant que j'arrive, et vraiment avec l'idée de se dire, voilà, on casse tout, on refait tout. Et ce qui a été très très important dans ce refonte de marque, c'est tout l'aspect visuel qui est déterminant aussi, puisque vous avez beau proposer, et là je le voyais encore, et je ne les citerai pas, mais certaines marques qui font la photo, la désirabilité de la photo est déterminante. C'est-à-dire un site digital avec des filles, voilà, des fonds blancs, toutes maigrichonnes ou très blanches de peau, il faut quelque chose qui soit chaleureux, désirable. Il faut trouver les bons codes. Et c'est vrai que nous, on a changé d'agence, on a tout refait et tout intégré du reste. Ça a été intégré, D'accord. Juste le photographe, mais toute la DA est intégrée. Et avec le principe, on a souhaité partir à chaque saison, c'est une destination. Et on fait tout un storytelling autour de cette destination. Donc là, à ce moment, on est en Grèce, si vous allez voir le site internet. Tout le printemps est en Grèce. L'été a été shooté à la Barbade, et donc on est une petite équipe. Moi j'y vais aussi, je porte le maquillage, je porte les bijoux, mais c'est canon, c'est 4 jours intenses, mais on ressort avec une multitude de visuels, à la fois pour nourrir notre site, mais également Instagram, Facebook. On va en parler d'Insta, Facebook, les réseaux sociaux, l'acquisition, la fidélisation. Avant ça, tu parles du site internet, il représente une part importante des ventes. C'est 11% mes ventes. C'est quelque chose qui croît, qui a vocation à croître. Il y a de l'omnicanalité. Il y a énormément d'omnicanalité, oui. On fait vraiment des transferts d'achats. Enfin, les clientes achètent à la fois sur Internet et dans nos boutiques, fort heureusement. Et on est sur du click and collect, on est sur du ship from store. On a vraiment travaillé de manière... voilà, c'est one stock. Et ça, c'est quelque chose que tu as dû mettre en place, j'imagine. Ouais, dans le groupe, toutes les marques du groupe, en fait. On a vraiment eu une stratégie groupe de mettre en place ce principe, et c'est vrai qu'il nous permet vraiment de faire d'avoir un stock qui ne reste pas figé dans un magasin coincé, et on a vraiment, et là on va travailler du reste on est en train de tester un nouvel outil IA qui va aussi nous permettre de travailler le transfert intermag. Donc ça veut dire que si le magasin A n'a pas en stock la pièce que la cliente demande, elle peut savoir que le magasin B exactement là, et nous on va pouvoir être amené à faire le transfert. Alors jusqu'à présent ça se faisait, mais c'était à la mano, c'était les équipes qui le faisaient en regardant des fichiers Excel à gogo. Bon, il y avait quelques règles qu'elle pouvait mettre en place, mais pour autant c'était très fastidieux et très long, et là on est en train de tester une app pour pouvoir le faire de manière plus automatisée, quoi. Donc ça va être bien. On est très proche du commerce unifié, on peut retourner le produit qu'on a acheté online tout dans un fait. magasin. Ah oui, c'est complètement le magasin, vous achetez en magasin, vous pouvez le renvoyer sur internet, vous le ramenez en magasin, vous achetez sur internet, vous faites livrer en magasin. Et ça, quand on a un modèle intégré, c'est beaucoup plus facile à intégrer, justement. Tout à fait. Parce qu'avec les franchisés, c'est peut-être un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. Ouais. Justement, pour parler un peu de ces consommatrices et de tes clientes, tu parlais de l'IA, tu parlais des réseaux sociaux. Comment t'en prends soin ? Moi, j'ai vraiment... le customer is centric, c'est client est roi. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est hyper important. Comment j'en prends soin ? Déjà, à titre perso, moi, je suis pas minimum, faut pas exagérer, mais au moins une fois par mois,
une fois par semaine, en boutique. Ce matin, j'y étais par exemple toute la matinée, j'ai fait 3 boutiques. Et à chaque fois que j'en sors, je suis toujours inspirée par des choses qui m'ont été remontées et qui vont me permettre de transformer et de faire autre chose. Donc c'est vrai que j'en prends soin déjà dans la manière où je les écoute. Voilà. Et je vais souvent en cabine, je joue le rôle de la vendeuse, je me présente pas, je m'intègre, je m'immisce un peu et j'écoute, c'est toujours passionnant. De la même manière, moi quand des clientes mécontentes m'écrivent, c'est très rare, non pas que il y en a peu de mécontentes, il ne faut pas exagérer, il y en a et elles écrivent au service client, mais des fois je reçois des courriers, je les appelle de la même manière, je décroche mon téléphone, alors elles sont toujours très surprises et je dis mais vous savez, moi j'étais bien élevée, on m'écrit, je réponds quoi, et je fais pas ça par mon assistante ou quoi que ce soit, et de la même manière sur les 3 derniers exemples, il y en a 2 qui m'ont permis de structurellement changer des choses sur des façons de faire de la marque quoi. Pour exemple, on avait des produits avec des points dorés qui nous permettaient pas, parce qu'on a un programme de feed qui est très et ça fait partie aussi de la façon dont je prends soin de mes clientes, c'est qu'on a un programme de feed qui est unique sur ce marché. Alors pour aller dans le sens de ce que tu dis, on enregistre ça dans mes bureaux, à midi j'ai déjeuné avec une personne qui s'y trouve, je lui disais que j'allais te recevoir, elle me dit oh là là, ça fait 2 ans que je suis cliente. Et ils ont un programme de feed qui est exceptionnel parce que la fois d'après, quand tu viens, tu sens vraiment la réduction. C'est pas quelque chose c'est sensible. Tout à fait. Pour 100 € d'achat, vous avez 10 € de remise. Donc c'est vrai que 300 € c'est 30 €. Et donc ça peut aller vite parce que tout au long de l'année, vous avez c'est 6 mois pour l'utiliser. Donc si vous achetez régulièrement, ça s'accumule. Et c'est vrai que c'est le seul programme en France sur ce marché-là même il faudrait regarder, parce que Monoprix n'en a plus, qui soit autant rémunérateur, donc il est coûteux, mais en même temps il nous permet vraiment de fidéliser nos clientes. Nous on a plus de 80% de taux de fidélisation de nos clientes grâce à ce programme de feed, de rentrer en contact avec elles, de les nourrir de newsletters, de faire des contenus Instagram aussi, alors pas spécifiques pour ces clientes, mais en tout cas d'une manière générale on travaille énormément les réseaux sociaux. Justement, comment tu arrives à transmettre l'émotion dont tu parlais, l'importance de dire que tu choisis cette marque parce qu'elle génère en toi une émotion. Comment tu storytelling tout ça? Vraiment, le coup de ces voyages-là que l'on génère, que l'on réalise chaque saison, nous apporte vraiment des visuels. Après, on aime, on n'aime pas. Hein. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui les aiment, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Moi, je les aime beaucoup. Et c'est vrai qu'ils apportent vraiment quelque chose de très fort, quoi. Donc là, on était parti au Rajasthan, ce shooting a été extraordinaire. Là, la Grèce, franchement, c'est très beau aussi. Il y a des très beaux visuels. Et c'est vrai qu'on les utilise, on fait des reels sur place. Et c'est vrai qu'on nourrit ensuite notre compte Instagram tout au long de la saison avec toutes ces données visuelles qu'on a pu réaliser. Et ça nous permet d'avoir un feed sur notre canal, en tout cas Instagram, cohérent, sympa, qu'on nourrit aussi avec de l'influence bien sûr, avec des... Ça marche bien ça? Ouais, ça marche super bien. Et ça par contre, tu vois, c'est vraiment un élément, l'influence, ça a été traité très tôt chez Maison 123. J'y ai mis tout de suite du budget, dans ma clé de répartition budgétaire marketing, on a mis un gros focus là-dessus. Parce que c'était déterminant pour le faire savoir du renouveau de cette marque. Et ça a franchement pris. Et c'est vrai que c'était drôle de voir... alors au début, on avait quelques refus, parce que quand on s'appelle Maison 123 et qu'on explique que oui, on est l'ex qu'elles ne connaissent pas, un peu comme moi, hein, quand on m'avait appelé, et qu'on est obligé de préciser, oui, c'est normal, mais vous savez, c'était l'ex 1, 2, 3. Alors là, les portes se ferment et on nous dit, ça marche... non, ça ne m'intéresse pas. Et puis en fait, on les a amenés à comprendre la marque, voir les produits, l'évolution. Et en fait, aujourd'hui, c'est canon parce que les portes s'ouvrent, on a des appels entrants très régulièrement et on fait surtout des collabs magnifiques avec des marques qu'on adore. Comme quoi? Là, on va faire Anja sur l'été prochain, les maillots, qui est une sublime marque de maillots
et qui clairement il y a 4 ans mais jamais du reste on me disait souvent mais alors tu fais quoi comme quoi, j'ai dit mais je peux pas appeler là, laissez-moi le temps de repackager cette marque parce que là moi je serais une marque et on m'appellerait pour faire quelque chose avec Maison 123, je dirais non, c'est pas possible, je peux pas m'associer encore, il faut laisser-moi le temps de bien la retravailler. Là on a fait une collab avec une influenceuse qui a vraiment un style très 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 personnel et que j'adore, Audrey Lombard, qui a plus de 400 000 je crois followers, enfin bref qui est une très grande sur la communauté française, et on a Marine Vigne également avec lequel on collabore régulièrement, enfin bref on en a comme ça des sympas, on a fait une collab avec Flair pour des bodys, donc c'est vrai qu'on est, puis l'année prochaine là on a pas mal de choses en ligne, donc en travail, en piste, donc c'est canon. Justement sur l'acquisition, l'influence, il y a aussi des campagnes d'affichage. J'ai pas rêvé, je les ai bien vues sur les bus. Vous les avez vues, ça c'était quand même génial de se dire qu'on puisse donner un budget pour faire de l'affichage, et ça pareil. Enfin, je pense que ce qui est génial aussi dans ce groupe, c'est que par contre, c'est ce que quand on me demande souvent comment t'as fait, c'est que on m'a demandé un peu l'impossible, mais on m'a pas demandé l'impossible sans budget. Il y a eu un investissement qui a été fait dans la marque. Pas plus que celui que j'avais, je n'ai pas du tout eu plus, alors c'était pas possible. Par contre, on me l'a pas coupé. Et c'est ça qui a été génial, c'est que mon budget marketing, il est resté ISO, alors qu'effectivement plein de dirigeants auraient dit, non, là tu fais du moins 20, je te le coupe de 20, voire 30. Et là, non, c'est ok. Par contre, moi j'ai démontré tout de suite que j'allais l'utiliser différemment, et pas du tout avec les mêmes enveloppes, les mêmes objectifs. En cohérence finalement avec le repositionnement. Exactement, donc avec de la presse, avec du JC Deco, parce qu'effectivement, il fallait absolument qu'on soit visuel et visible sur ce renouveau. Donc c'était une campagne nationale. Nationale, tout à fait. Donc c'est des gros invests. Et l'influence, on a mis un gros paquet sur l'influence. Et du reste, cette année, on a rééquilibré un peu différemment. On en met encore plus sur l'influence. On a réduit un peu JC Deco. On a réduit un peu la presse formelle, et on fait par contre des collabs avec l'EL. On va faire une box là en mai qui va être sublime avec un paréo. Marie-Claire, on va faire un plus produit qui va distribuer je ne sais combien d'exemplaires. Enfin voilà, on essaie de travailler la marque différemment. Je veux plus juste la pub un peu froide dans un magazine, il y en a, mais si on peut aller au-delà, c'est l'objectif, c'est de travailler différemment avec ces partenaires-là. Avant de conclure, parce qu'on a déjà passé l'heure d'enregistrement, je ne sais pas si tu t'en rends compte. Non. Je parlais justement des projets de développement, j'ai oublié de revenir dessus. Tu as évoqué l'international, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu veux te diriger? C'est quoi la suite de l'histoire? Ce qu'il y a, c'est que oui, j'ai un BP à 2028 à réaliser, un business plan qu'on a écrit, avec effectivement une part de l'international en fort développement. Pour être très honnête, je suis allée là sur 2024, j'ai pas mal voyagé, et j'en suis revenue un peu désabusée, dans la mesure, donc je suis allée en Corée, je suis allée au Japon, je suis allée dans les Émirats arabes, et c'est vrai que je me rends compte qu'on ne nous attend pas, que les marchés sont saturés, excessivement coûteux. J'étais même en Pologne il y a 15 jours, et je me dis que ça va pas être si évident que ça. Je m'en doutais, mais à ce point, et surtout ça va pas être sans investissement. C'est évidemment aussi, il fallait être naïf pour l'imaginer, mais très coûteux pour le coup, en frais marketing, parce qu'on est effectivement une marque très française, peu connue à l'international, et avant de pouvoir très bien fonctionner à l'international, il va falloir investir beaucoup. Et c'est vrai que cette équation top line et EBITDA, dans les années à venir, il va falloir que là on est en train du reste de retravailler un BP, de voir comment je peux le retravailler un peu pour prendre en compte cette contrainte. Ouvrir l'international, ça ne se fait pas comme ça, c'est excessivement long, il faut trouver les bons partenaires, c'est très coûteux, les loyers sont à Dubaï, mais c'est et alors pourquoi tu ne vas pas capitaliser sur les premiers pas que tu as fait en Espagne, en Allemagne? Oui, mais alors Madrid, je cherche un point de vente, je cherche à Londres aussi. Mais c'est Madrid, il y a 2 rues principales, elles sont saturées, il n'y a pas du tout il n'y a pas de vacances, et ça ne bouge pas, et les loyers sont énormes. Je vais être obligée à un moment, si j'ai l'opportunité, je le prendrai ce loyer, j'ai pas le choix, mais c'est vrai que c'est très 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 cher. Voilà, toutes les villes que je cible, Barcelone, Madrid, Londres, sont
Et tu veux dire que c'est supérieur à ce que tu trouves en France? En tout cas, c'est pas supérieur, mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que comme je m'implante, je peux pas m'implanter dans des villes secondaires d'Espagne, je peux pas m'implanter dans des zones bis. En fait, c'est ça mon problème, c'est que je suis obligée de m'implanter au cœur du retail, du business retail, quoi. Et des marques qui sont sur le même positionnement que moi. Donc du coup, c'est à Madrid, j'ai pas le choix, c'est 2 artères, je me souviens plus des noms des rues, mais hyper connues, où tout le monde va. Celle-ci, effectivement, ça va être compliqué. Donc on est quand même en train de regarder du coup des artères un peu bis, mais bon, tout ça, ça sera du coup plus difficile à le rentabiliser, à driver le trafic. Mais ça y est, on lance l'influence sur l'Espagne, parce que j'ai 12 corners chez El Corte Inglés. Et du coup, il y a tout un event. Tu l'as à Madrid et à Barcelone? Oui, tout à fait. Donc du coup, on fait des événements influence très prochainement pour juste, ça y est, attaquer avec ce de marché. La micro-influence? Avec de la micro-influence, oui, tout à fait. Ouais. Bon, et dernière question, des ouvertures de magasins en France pour 2025, 2026? Oui, ce qui est chouette quand même, c'est que j'ai une liste de plus de 30 villes dans lesquelles je ne suis pas ou mal positionnée, dans lesquelles je pourrais m'intégrer. Donc j'ai quand même encore, on a entre 6 et 10 ouvertures chaque année projetées. Et là, on va en ouvrir de très belles sur l'année 2025, notamment Lille, notamment Reims, là qu'on vient juste d'ouvrir. Là, j'en ai ouvert 7 en 2 mois. Donc ça, c'est canon. Anvers, en Belgique, on a ouvert une très très belle boutique dans l'artère principale. Le Touquet, Anvers, Lyon-Pardieu. Ça va être un très beau magasin. C'est un très beau magasin. Angers. Qu'est-ce que j'oublie Reims, Montélimar. Et là, je vais ouvrir à Lille à la fin de l'année. Bon. Écoute Axel, merci 1000 fois pour ce témoignage. Bravo pour tout ce que tu as mis en place et je te souhaite de continuer sur cette lancée avec le franchissement de tous les challenges qui se présentent à toi. Et là, ça va être plutôt l'international, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité et les messages que vous me faites parvenir régulièrement qui m'encouragent à continuer. Merci au One to One Retail e-commerce de Monaco pour le support apporté. Axel, merci encore. Et puis, dernière Cyril. question, si on veut te contacter, LinkedIn, c'est le bon moyen? Oui, c'est le bon moyen, tout à fait. Merci. Et puis merci. À bientôt. À bientôt, Cyril. Au revoir.